66 65 65 65. Le numéro du Père Noël. Appelle vite et tu recevras des milliers de cadeaux. Ouais. Moi j'ai appelé, frère. J'ai pris la télécarte 50 de ma daronne et je suis parti à la cabine téléphonique. Tout le putain de crédit de la carte. Qu'est-ce que tu veux pour ta grande sœur? J'ai ramené la carte, frère, il restait 1 franc dessus. Pourquoi je te raconte ça? Parce que l'escroquerie sur cette planète, faut que ça cesse. Donc, déjà, bonjour, bonsoir, est-ce que tu vas bien, camarade? Il faut aller dans la vie. Parce que si tu vas pas bien, bah... On bat les couilles, frère. T'as compris? Alors bien évidemment, ce titre est extrêmement sérieux. Bon, le mot escroquerie, c'est peut-être un petit peu costaud, hein. Voilà, je ne veux pas que les avocats de Volkswagen me tombent dessus. Comment ça, escroquerie, monsieur? Hey, t'es avocat ou mécanicien, toi? Alors arrête de me prendre pour ce que je ne suis pas. Alors parlons plutôt de ce que je suis, en tout cas pour les nouveaux qui me découvrent aujourd'hui. Salut gamin, ça va? Je suis un très grand passionné de véhicules et surtout de moteurs VR6. Et puis, des bagnoles qui les ont accueillis d'origine, hein, sorties d'usine, tu vois, Golf 3, Corrado, Golf 4 R32, Golf 4 V6. J'aime bien ces véhicules-là, j'aime bien les moteurs. Et un peu comme tous ceux qui ont connu la Golf 4 R32 à l'époque où elle est sortie, j'étais époustouflé par la gueule que cette voiture avait. La Golf 4 R32 est sortie un tout petit chouïa avant le dégoût du tuning en France. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le tuning, il y a une époque où ça avait le vent en poupe. C'était la classe. Et puis aujourd'hui c'est ringard. Il y a eu une époque charnière. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui est à l'origine du dégoût du tuning et du côté moqueur? Bah c'est Sébastien Coé. Voilà. Donc la Golf 4 R32 est sortie bodybuildée. Jante Aristo, 18 pouces, bas de caisse, pare-choc double sortie, pare-choc avant, grille complète, siège conique, non machin. Bah ça faisait tuning en fait. Et à la fois son visuel et son côté un peu sportif tape-cul faisaient de cette voiture une bagnole qui n'était pas très confortable. Et étant donné que nous sommes en France, pays où on déteste la sportivité ou toute forme de plaisir automobile, et ben une voiture qui est un peu sportive, un peu tape-cul, ben on l'aime pas. C'est pour cette raison que Volkswagen, fort de cette expérience décevante du nombre de ventes insignifiant de la Golf 4 R32, et ben ont décidé de faire un retour en arrière. Donc en arrière de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant la Golf 4 R32? La Golf 3 VR6 qui s'est vendue à plus de 80 000 exemplaires. 80 000, 10 000, tu vois? Ah oui, je t'ai pas dit, la Golf 4 R32, c'est en moyenne mondiale, hein, 15 000 exemplaires vendus. Donc à peu près entre 10 et 12 000 en Europe et environ 5 000 aux États-Unis, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on lisait dans la presse automobilistique à propos de la Golf 3 VR6 dans les années 90? Que c'était une excellente routière, particulièrement confortable et d'une putain de souplesse. Son 6 cylindres n'était pas là pour arracher des culs, il était là pour attendrir le conducteur et les passagers du véhicule pendant un trajet d'une longueur indéfinie. Eh bien, la Golf 5 doit absolument retourner dans cet esprit-là. D'ailleurs, si vous allez revoir les articles de l'époque à propos de la Golf 5 R32, eh ben, c'est exactement ce que vous lirez. La Golf 5 R32, très souple, une conduite, nanani, tout pour dire, cette voiture n'est plus tape-cul les gars. La Golf 4 R32, faut l'oublier, non, non, non. C'est toujours R32, parce qu'R32, t'as capté, c'est un petit ses frères. On va pas l'appeler V6, parce que la Golf 4 V6, c'était une voiture un peu patode, qui a laissé un souvenir, certes, de souplesse, mais pas spectaculairement sportif non plus. Donc en fait, c'était un petit peu perdu, tu vois. La Golf 5, faut quand même qu'elle ait du peps, mais surtout faire oublier le souvenir de cette Golf 4 R32 tuning et tape-cul. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans le livret d'entretien la carte d'identité du véhicule où est-ce qu'il y a les codes PR, le numéro de châssis et tout. Bah en fait, quand tu regardes la Golf 5 R32, c'est bien marqué Golf VR6. D'un point de vue commercial, je pense que soit ils ont bu, soit ils étaient complètement paumés, ils savaient plus où ils étaient les mecs. Hein. Donc ils l'ont badgé R32 pour faire suite au R32. Sur la plaque signalétique, c'est précisé VR6 parce que c'est bel et bien un moteur VR6. Mais quand tu ouvres le capot, c'est marqué V6. Ils sont trois. Ils sont trois. Imaginons tu as la Golf 5 R32 toute neuve. Elle sort de chaîne de production. Tu fais les premiers essais, tu vois, avec les ingénieurs, avec qui tu veux. Et l'objectif, c'est de trouver le truc commercial. On peut pas dire qu'elle est extrêmement performante parce que 250 chevaux, c'est pas non plus l'Amérique. On peut pas dire qu'elle est trop confortable, sinon ceux qui aiment les sportives, ils vont la fuir. On peut pas dire qu'elle est trop sportive, sinon ceux qui ont le souvenir de la Golf 4 R32, ils vont la fuir. Donc on va miser sur un truc qu'on n'a pas encore misé pour l'instant. La sonorité extraordinaire produite par ce véhicule a donné l'idée à l'entreprise DDB Stockholm de produire cette affiche publicitaire.
C'est joli, hein? C'est joli, mais c'est aussi extrêmement révélateur, comme je viens de te l'expliquer, qu'à l'époque, chez Volkswagen, ils étaient complètement paumés à propos de la communication commerciale autour de ce nouveau modèle, Golf 5, R32, 3 litres 2, V6, VR6, on ne sait pas trop. Ils ne savaient pas comment la plébisciter pour que ça se vende, en fait, hein. Donc, sur le plan esthétique, la Golf 5 R32 est quand même beaucoup plus proche du modèle de base que ne l'était la Golf 4 R32 du modèle de base. Tu prends une Golf 4 R32, une Golf 4 Basis, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui diffère, on est bien d'accord, hein. La Golf 5, ça va. C'est un peu plus dynamique, mais c'est vraiment l'esprit Golf 3 VR6 si tu regardes bien, hein. Les jantes, des petits rajouts, des petits trucs sympas, mais vraiment très très léger, quoi. Et bien évidemment, ce cul. Mais oui, en fait, sans le changement de l'arrière, je pense qu'il y aurait eu encore moins de ventes. Parce que, franchement, la jupette en dessous du pare-choc, la partie en plastique, là, noire, là, mais ça fait atroce, hein. Alors, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure avec quelques petites preuves, hein, tu sais, je suis un peu maladroit, je suis pas journaliste, hein, donc j'essaye de faire avec les moyens du bord, mais je pense que tu as très bien compris, avec les éléments que je t'ai apportés, qu'il y a eu une tentative d'effacer des mémoires le côté un petit peu tuning coin-coin des nouveaux modèles de chez Volkswagen, à caractère sportif en tout cas. Le problème, c'est qu'ils sont revenus en arrière sur ce côté communication commerciale machin, mais ils sont aussi revenus en arrière sur beaucoup de choses. Parce que mine de rien, la Golf 4 R32, c'est une putain de voiture sur le plan de la fiabilité. Alors, je ne vais pas t'énumérer une liste, un peu comme une liste de commissions pour aller faire ses cours chez Aldi. Je vais t'énumérer les choses exactement comme je les ai découvertes moi-même au travers d'une narration. Comment j'ai découvert le modèle Golf 5 R32 et comment j'en suis arrivé à la conclusion que certaines choses avaient été créées volontairement pour diminuer la fiabilité recordesque de la Golf 4 R32. Pour te raconter cette petite histoire de découverte du modèle, eh bien on va se servir de la Golf 5 R32 de coupablette pour voir un petit peu les choses qu'on a découvertes dessus, etc. Donc ça commence maintenant. Après c'est vrai que ça a de la gueule, elle a de la gueule, non? Et tu vois, tu peux mettre des jantes jusqu'à 19 pouces, ça fait pas exubérant, tu vois, ça fait bien. Alors si tu te poses la question de pourquoi les clignotants sont allumés, c'est tout simplement parce que la fonction phare US est activée. Alors je l'ai activé grâce au boîtier multifonction proposé par Jean-Michel Cartographie qui sponsorise cette vidéo. Alors ici je viens de procéder à l'unboxing du boîtier multifonction qui finalement prend la forme d'une espèce d'ordinateur portable mais qui n'en est pas un bien évidemment. Ici il est fourni avec un casque qui permet de communiquer verbalement avec le véhicule et il y a tous les câbles nécessaires, c'est vraiment super génial. Finissez-en avec le stress d'intégrer de mauvaises valeurs dans vos maps. Désormais c'est le logiciel lui-même qui vous indique comment optimiser votre moteur au maximum. Quoi? J'ai 5% de plus? Fini les longues études fastidieuses d'ingénieur motoriste. Devenez acteur de votre propre vie. Venez acquérir le tout nouveau boîtier multifonction de chez Jean-Michel Cartographie au prix exceptionnel de 5 980 €. Cette vidéo est véritablement sponsorisée par Carly. Carly, c'est ce tout petit boîtier qui se branche directement sur la prise OBD et à l'aide de ton smartphone te permet de communiquer en toute simplicité avec ton véhicule. Je te montre ça tout de suite. Et oui mon camarade, regarde-moi ça, ce petit boîtier tout léger, tout mignon qui se branche directement sur la prise OBD et qui se fait extrêmement discret. Fini les ordinateurs, les câbles, les choses extrêmement complexes, etc. C'est la simplicité. Une fois le boîtier connecté, tu ouvres l'application Carly sur ton smartphone et là, tu peux communiquer directement avec ton véhicule. Voilà, donc une fois que toutes les données sont chargées, on lance la connexion. N'oublie pas d'activer le Bluetooth sur ton smartphone. La communication est établie et tu as la possibilité de faire un diagnostic, du codage, lire les données en direct ou alors programmer ton entretien pour le futur. C'est extraordinaire. On va s'intéresser ici à la fonction diagnostic pour voir un petit peu ce qui se passe sur cette Golf 5 R32. Donc là, je lance une vérification, je procède à la vérification des défauts et là, l'état de santé me dit qu'il est très mauvais. Bien évidemment, nous avons un problème moteur assez conséquent de couleur rouge. Je clique dessus et je peux voir qu'il s'agit d'un problème d'embrayage. Et lorsque je clique dessus, eh bien, l'application ouvre Internet. Et oui, Internet pour avoir plus d'informations sur la problématique. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça t'évite de quitter l'application, d'aller faire une recherche toi-même sur Google. C'est vraiment le système qui s'occupe de tout. Voilà.
Donc on sait qu'il y a un problème d'embrayage et qu'une pièce est défectueuse, on voit ça un peu plus tard. Là, on va se lancer dans le codage, car pour moi, le codage, c'est la chose la plus intéressante que Carly permet de faire. Après quelques étapes de vérification de compatibilité, on a accès à plusieurs calculateurs. Alors moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui permet d'avoir accès aux clignotants, aux feux, etc. Car j'estime qu'il y a beaucoup de choses à modifier sur un véhicule d'origine. Et voilà, on arrive sur une liste, et là on se rend compte qu'on a énormément de possibilités de modification, et ça, c'est vraiment génial. La fonction qui m'intéresse le plus et que je voulais absolument tester, bien évidemment, ce sont les feux US, c'est-à-dire les clignotants avant qui restent allumés en permanence avec bien évidemment la possibilité de faire varier le pourcentage d'intensité de la lumière. Ça, c'est vraiment top, hein, c'est vraiment extra. Hein. Il y a aussi la fonction clignotant simple touche, alors ça c'est vraiment top. Hein. Pour t'éviter d'activer le commodo, de le remettre au milieu, etc. Une simple touche te permettra d'activer le clignotant pour 3 clignotements au lieu d'un seul. Ça c'est vraiment génial parce que quand tu veux faire un dépassement ou te rabattre, eh bien tu effectues juste une simple touche sur le commodo et ça fonctionne super bien, c'est extraordinaire. Ça c'est vraiment le top. Alors la fonction feu coming home, alors ça faut vraiment qu'on en parle. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux sur les véhicules. En fait, les constructeurs ont prévu que lorsqu'on rentre à notre domicile le soir et qu'il fait noir à l'extérieur, eh bien quand on coupe le contact et qu'on verrouille le véhicule, les phares s'allument. Alors c'est très pratique, c'est vrai, pour nous indiquer le chemin pour rentrer chez nous, etc. Mais quand ce sont des ampoules xénon qui ne s'allument que quelques secondes pour s'éteindre juste après, c'est très dangereux pour les ampoules. Donc pour moi, il était très important de pouvoir désactiver cette fonction coming home. Je suis vraiment très content que Carly me permette de faire ça. Une fois que j'ai activé toutes les fonctions que je voulais, il me suffit de cliquer sur coder la voiture, accepter les conditions, ok, et là le codage s'opère, donc ça va très très vite. Une fois que le codage est terminé, je coupe le contact et je remets le contact, et là je peux constater évidemment que toutes les options sont activées. Alors le clignotant, ça c'est vraiment super, ça c'est vraiment génial. Mais alors vraiment l'option que j'attendais le plus, c'était vraiment les feux US. Regarde-moi ce résultat extraordinaire, franchement ça déglingue. Je suis vraiment super content d'avoir pu activer ce truc là, c'est magnifique. Ça lui donne un air à la voiture, c'est génial. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y avait un problème d'embrayage et la pièce qui avait été identifiée, je l'ai achetée et je vais procéder à son remplacement. Une fois que la pièce est remplacée, je retourne dans l'application Carly, je clique sur résoudre les problèmes, ce qui remet le bilan de santé à 0. Et lorsque je lance une nouvelle vérification, je peux constater avec joie et bonheur que l'embrayage, eh bien, c'est solutionné. Alors, une autre fonction que je trouve super intéressante, ce sont les données live. Alors, les données live, ce sont les informations du moteur en temps réel. La température d'huile, la température de liquide de refroidissement, la tension de batterie, etc. Donc, c'est vraiment super. Vous avez une liste incroyable. Vous pouvez vérifier la tension de chaîne, le débit d'injection pour les véhicules diesel, la pression de suralimentation. Vous avez accès à plein de données en temps réel. Donc ça vous permet tout de suite de voir s'il y a un problème ou pas sur le véhicule, c'est ça qui est génial, ok? En plus de tous ces points positifs, vous aurez la possibilité d'organiser les entretiens futurs de votre véhicule, la vidange, les freins, etc. grâce à un carnet d'entretien numérique. Et alors vraiment la fonction ultime, c'est que tu vas pouvoir vérifier si le kilométrage de ton véhicule a déjà été falsifié. Alors ça c'est le jackpot. Donc si toi aussi tu veux faire des économies en arrêtant de te faire extorquer en allant payer des diagnostics une véritable fortune, tu as l'outil idéal à portée de main. Et en plus, si tu veux te lancer, tu as 15% de réduction en utilisant le code promo coupable ou en cliquant sur le lien dans la description. A tout de suite. Alors concernant la présentation esthétique du véhicule, ça avait déjà été fait. Je vous remets le petit passage. Alors cette Golf 7 WRX STI, ouais. Celle-là, attention. Ça, c'est vraiment la voiture. J'ai le droit de prononcer le mot ou pas? Oui, vas-y. Non, allez. On va être gentil. Je veux devenir comme vous. Dans quelques années, je suis comme vous. Je vais. Regarde, on me voit dedans. Regarde. C'est la show and shine. Et en plus, et regarde. Tu sais, ça te gonfle. Ouais. Bonjour. Ou ça t'amaigrit. Ah ouais. Ça dépend de quel côté tu te mets. Alors ce bleu, je l'ai critiqué ce matin sur une Audi A3 parce qu'il était pas poli, il était pas. Mais il était après, pas c'est ce propre. que je te disais, c'est que c'est pas le bleu d'origine, il a été assombri. En fait, tu vois, ça se voit beaucoup dans le coffre. Enfin, ça se voit beaucoup. Façon de parler. S'il s'ouvre, oh, il s'ouvre encore. En fait, tu le vois ici que les bleus sont différents. C'est sûr, ils ont poussé la complète, mais pas jusqu'au bout. Et tu vois que le bleu là, et bon, ça se verra peut-être pas trop à la caméra, est beaucoup plus sombre que le bleu d'origine. Oh, R32, le petit jeu de mots. Ça t'avais pas vu. Il y en a de partout, il y en a là, pardon. Il y en a
Et c'est vert parce qu'elle tourne à éthanol, celle-là. Donc là, c'est ligne complète de chez toi. Decata, bah il y a le collecteur Super Spring comme d'hab. Et après c'est Decata gros intermédiaire parce que je voulais pas que le bruit soit trop... En fait la sonorité de Decata sans rien c'est vraiment très très brut. Oh c'est beau ce que t'as fait. Là, Oh c'est joli ce que t'as fait. Et du coup gros intermédiaire, gros silencieux avec clapet. Et bah clapet ouvert c'est juste l'intermédiaire, clapet fermé c'est gros silencieux, gros intermédiaire. Est-ce que tu as des problèmes de raté, des trucs comme ça? Alors, je lui ai posé la question de potentiel raté moteur parce que j'ai vu que le débitmètre était quasiment collé au boîtier papillon. Alors, il faut savoir qu'en fait, le boîtier papillon, hein, tu sais, c'est t'as un volet en fait qui fait varier son angle d'ouverture. Et donc, forcément, cette zone-là, c'est une zone où beaucoup de turbulences sont générées, tu vois. Donc si tu mets le débitmètre juste avant, ça ne peut que transmettre des informations complètement pourries au calculateur, donc donner une richesse dégueulasse, etc., générer plein de problèmes. Et il s'est avéré qu'il y a eu des problèmes par la suite. Donc bien évidemment, il a fait modifier tout son coude en aluminium, d'ailleurs qui est super bien peint en noir vermiculé, c'est un truc de ouf, et il n'y a plus eu de problème par la suite. Entre 1005 et 2000, j'ai un putain de trou. Mais genre vraiment, tu mets pied tôle, ça fait... Et dès qu'elle arrive à 2000, elle part. D'accord. Mais j'ai un trou. Ça c'est pas génial. Ça, petite modification maison parce que sur Golf 5 il n'y a que 2 fabricants de boîtes à air en carbone. Et pour une fois je voulais faire le kéké mettre du carbone, alors je déteste ça. T'as Groupé M / Simota. Donc Groupé M ils te la vendent 1000 €, Simota te la vend 300 €. Mais c'est la même marque. D'accord. Et tu as Forge, celle que tout le monde a là, tu sais, avec la grosse canette là. J'aime pas trop. Donc du coup ça c'est une admission de Golf 6R. Et après je me suis fait un délire à faire le tuyau en aluminium en paille cut. Alors, à propos de cette grosse boîte à air en carbone, machin truc, le gros coude en aluminium soudé sur mesure, etc., modifié depuis le temps, bien évidemment, parce que le débitmètre, il a fallu l'installer à un endroit stratégique, etc., tout cet ensemble est en vente aujourd'hui, parce que quand j'ai dû intervenir sur l'embrayage, l'émetteur d'embrayage, là, sur le jour où tu feras un émetteur d'embrayage sur Golf 5, R32, ou on s'en fout, je pense que ça te marquera toute ta vie. Ah, ça a été une opération atroce. En fait, il est vraiment tout dans le fond, derrière le faisceau et tout, c'était terrible. Donc, étant donné que cette boîte à air particulièrement volumineuse à démonter, ça prend quand même un certain temps pour faire les choses bien de manière minutieuse, j'ai pas remis ça. On a remis un coup de classique avec le gros filtre à air KN rouge que je mets sur tous les moteurs qu'on a. Faut savoir que cette boîte à air est en vente aujourd'hui. Voilà, pour le prix de l'amitié de la coliterie, hein, pas pour faire une fortune. Faut savoir que la boîte à air seule vaut 1300 et quelques balles. Je te jure, Arma Speed, ça vaut une putain de fortune. Hein. Mais bien évidemment, c'est pas ce prix-là que Coupablet en veut. Donc si jamais tu trouves cet assemblage esthétiquement stylé, et en effet, c'est vrai que ça fait stylé, tu m'envoies un message et on en discute. Ça marche, camarade? On reprend. C'est des détails, mais des détails plus des détails. Après, t'as un plaque avant qui n'existe pas. Ça, je vais te montrer, c'est un truc de Show and Shine aussi. C'est les aimants derrière avec la serviette. Et ça, c'est une petite lame avant eBay, pour le coup. Bon, par contre, c'est de la fibre, elle vieillit très très mal. Mais... Tu peux fermer le capot pour qu'on ait une petite idée? Après, ça a une bonne gueule. Hein. Bah, les Golf 5 R32... Ça va. J'ai pas modifié la vidéo, hein. J'ai vraiment bugué pour lui dire ce que j'avais envie de dire et que j'ai pas osé lui dire pour pas le brusquer, tu vois. Oui, parce qu'à cette époque-là, la voiture appartenait à Thomas. Et en fait, si tu veux, je voulais lui dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Golf 5 R32, en fait, elles ne changent quasiment pas du modèle de base. T'as juste des petits rajouts, les petits bas de caisse, je sais même pas si on peut appeler ça un bas de caisse. T'as 2-3 merderies, mais sinon, ça reste le modèle de base. Et c'est ce que je voulais lui dire. Je voulais lui dire, bah en fait elles sont sympas, mais mais bon, je voulais pas le brusquer, le pauvre à l'époque, il avait fait beaucoup d'efforts quand même pour l'améliorer. Ah oui, alors la plaque d'immatriculation, faut savoir que nous ici, ça fonctionne pas. Hein. Ouais, les flics ici, faut que ta plaque soit riftée au pare-choc. Si ça se démonte avec des aimants, ça marche pas. Non, il faut que ce soit rifté. Ben ouais. Le logo noir Volkswagen, on a horreur de ça, parce qu'en fait, vu de loin, on dirait que le logo est absent, on dirait qu'il y a un trou dans la calandre. Et tout ce qui est R32, VR6, GTI, tout ce qui est logo, nous on dégage direct. Hein. À chaque fois qu'on acquiert un véhicule qui est badgé, on dégage le truc, parce que c'est toujours chiant de se faire emmerder sur la route. C'est pas emmerder méchamment, mais les gens ils te collent au cul, ah vas-y accélère pour voir, ils te collent, ils te font chier en fait. Je sais pas pourquoi. Puis alors quand c'est une femme qui conduit, laisse tomber, hein, c'est encore pire. Donc étant donné que la Golf 5 elle est quand même très look origine, à part les 2 sorties de peau à l'arrière, franchement
quand elle roule, tout le monde s'en fout en fait. Ça fait un peu, ouais, on a mis des jantes, oh, voilà quoi. Tu vois? C'est aussi ça qui est bien avec la Golf 5 R32. Parce que la Golf 4 R32, c'est pas pareil. Hein. Tu roules en Golf 4 R32, tout le monde se met derrière toi comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller dans l'espace. Donc les étriers. Ah, alors c'est des vrais ou c'est pas des vrais? Je pense que t'as l'œil. Bah vu les disques, en fait l'étrier il a l'air... Non, est-ce que c'est des vrais ports? Bah je dirais, je sais pas, il a l'air dégueulasse l'étrier, qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, ça a l'air dégueulasse. Bah je sais pas, il fait faux. Ça fait toc. Ah, ça fait toc. Ouais si c'est vrai. Putain, au prix que je les ai payés, heureusement que c'est pas du toc. Non, en fait, c'est je voulais les étriers Porsche. En fait ils ont été peints avec les vis et tout, ça fait drôle. Bah, pour le coup, c'est d'origine. Putain. En fait, Ah d'accord, le mec... en fait, je voulais les étriers Porsche, mais ils passent pas dans les jantes. Bah, là, je sais pas si tu vois, mais entre la jante et l'étrier, il y a 1 mm. Hein. Enfin, les deux. Je t'accorde 2 mm entre l'étrier et la jante. Et donc, je voulais les étriers Porsche, mais ils passent absolument pas, en fait, à cause de l'épaisseur du disque. Et du coup, j'ai discuté avec un de nos fournisseurs de freins. Il m'a dit, bah, moi, j'ai un truc, ça peut le faire. Donc, c'est du 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. En 356-32 à l'avant et 340 par 28 à l'arrière. Et en fait, c'est une marque qui s'appelle PB Brakes. Alors en fait, PB Brakes, c'est la sous-marque de Seika. Tu sais, comme Nexen est la sous-marque de Michelin. Donc ta Seika Racing, c'est les beaux étriers qui sont quasiment monobloc avec les vis par derrière. Et PB Brakes, c'est la même marque, sauf que les étriers sont vissés par l'avant. Et donc je leur ai dit, bah, vous avez un truc genre néon green, type un peu Cayenne hybride? Ils m'ont dit, ouais, on a ce qu'il faut. Puis après, bah, 4 autocollants Porsche. Et j'ai un kit gros frein de... Et le prix de ce freinage justement? Étrier, disque, tout. Je vais rajouter un truc avant de donner le prix. Tu as le frein à main qui est conservé. Tu sais, toujours les mecs quand ils mettent le kit gros frein à l'arrière, tu es obligé d'avoir 2 étriers, t'as 4 pistons en gna et le étrier R8. Là, l'intérêt c'est que chez PB Brakes, en fait à l'arrière, bah, tu le verras pas malheureusement. Et en fait, là derrière, j'ai mon câble de frein à main qui se met sur un mètre cylindre de chaque côté. J'ai 2 petits mètres cylindres à l'arrière qui tirent les freins à main. Alors ça vaut une blinde pour le coup. Alors le système dont parle Thomas, hein, l'espèce de mètre cylindre, bah, en fait c'est ceci. Donc ça c'est en plus de l'étrier. Hein. Alors ça se fixe bien évidemment de façon stratégique sur le train arrière. Hein. En fait tu as le câble de frein à main qui arrive par ici, qui vient se boulifier là, derrière ce truc là, tu vois. Le petit boulier se met là. Et puis quand tu tires le câble, et ben en fait ça se soulève comme ça. Et ça envoie du liquide de frein sur l'étrier. Qui du coup se pince et ça fonctionne comme si c'était un système complet en une seule pièce, quoi, tu comprends? Alors évidemment, quelques années plus tard, j'ai le fin mot de l'histoire à propos des étriers qui sont complètement peints, tu sais, avec les vis, avec les petits tuyaux, etc. En fait, ça tombe sous le sens, mais sur le coup, comme ça fait dégueulasse, t'y penses pas. Bah, c'est pour empêcher la poussière de frein de pénétrer dans des petits interstices, de générer une oxydation et de faire pourrir tout l'ensemble, quoi. Mais du coup, contrôle technique, zéro problème. Le mec il tire le frein à main, tout se passe bien. D'accord. Et du coup, bah, j'en ai eu pour 3005 quoi. Bah ça va, pourquoi t'as eu du mal à le sortir? Ah, ça pique 3005 quand même. Bah ça pique, mais quand on voit ce qu'il... Et du coup, quand tu veux changer tes disques, alors les disques seuls à l'avant par exemple? 500 les deux. Bon ça va. Ça c'est le prix des... Ils sont sur bol, donc en fait tu changes que le disque. Ouais. C'est quasiment le prix des Golf 4 R32 ou des Audi TT MK1 V6 là. Par contre le freinage il est vraiment énervé. C'est discret à mort. On va peut-être attendre que le compresseur ait fini de tourner. C'est discret grave, hein. Mes voisins ils seraient heureux hein, que j'ai une ligne comme ça. Ah bah là tu vois, tu l'as fait fermer. Mais moi j'avais fait, typiquement cet été je suis parti en vacances avec. On a fait 3000 bornes. Tu te mets à... Allez, je me mets pas à 130. Parce qu'à 130 t'as le déphaseur qui se met à faire un peu de son. Je me mets à 125. C'est silence radio dans la manuelle. Parce que l'autre t'impue là. Quand tu vas aux Deux Alpes et que tu fais que de la montée, que t'es tout le temps en charge, arrache la tête. T'arrives en haut, tu marches, t'entends plus tes pieds par terre, ça fait tout bizarre. Je comprends. Vas-y, rupteur, oh rupteur. Il n'y a pas de rupteur là-dessus. Bah, c'est normal, vous avez pas de couilles. Bah non, c'est parce qu'il n'y a pas de rupteur, c'est un limiteur de merde. Bah, tu veux que je te le mette, le rupteur? Et tu mets tout, moi je m'en fous. Allez. Moi, je veux tout. On en discutera de ça. Bah, on va pas en discuter, j'ai tout pris ce qu'il faut, donc on va le faire. Moi je veux tout. Bien sûr que si j'ai des couilles, mais ça aussi ça n'a pas de rupteur. Ah, c'est BM, pareil. je connais pas, je peux pas t'aider.
Et du coup, le volant, c'est un volant de quoi alors? Le volant, c'est T-Roc Airline, pour la simple et bonne raison que je voulais qu'il soit alu brossé, parce que ça va bien si tu veux avec. T'as les fonds de compteur alu brossé, t'as les petits. Les petites baguettes d'origine alu brossé. Après, j'ai mis, comme tous les mecs qui font un peu du Frenchine, j'ai mis les petits boutons chromés, tout bien comme il faut. Quoi. Après, c'est la maladie des Golf 5, ça part en couille, enfin, tu sais, tout part en sucette en 30 secondes. Donc, ouais, j'ai volant de T-Roc Airline. Hop, j'ai autoradio Sirocco, je sais plus quelle année. Mais c'est un Discover Media 2. Donc, du coup, j'ai caméra de Golf 7. Ça, c'est pas mal parce que c'est un peu la galère. Vu que j'ai pas les radars de recul. Et j'ai une clim de Golf 6 comme tous les mecs qui ont une Golf 5 je dirais. Puis après le son si tu veux. Elle est froide là. Ah bah ouais mais lui aussi il fait du bruit. Bon elle est froide, elle est tiède. Ouais. Ah oui c'est vrai que toi t'aimes pas quand c'est froid. Bah moi j'aime pas, c'est pas que moi, c'est la science qui n'aime pas. Moi je suis un salaud, hein. T'es pas prêt. C'est vrai. Mon Elige, je partais d'ici à froid, au bout du virage j'étais au rupteur déjà. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est à moi, je peux casser ce qui est à moi, c'est pas grave. En fait, je vais te dire, la phrase qu'il faut prononcer, elle a fait un bruit sympa, attends. La phrase à dire, c'est « elle est encore chaude de tout à l'heure ». Voilà. Ça, c'est la phrase, tu sais que t'as affaire à... Je suis à 88 degrés, c'est bon. Et tu sais que tu m'aurais pas parlé du collecteur, je l'aurais su. Ouais, oui, parce que t'as le... Il y a un... Ah, c'est difficile, j'espère que... Ah là, t'as le petit bouton magique, alors... Pareil, là, il est pas super bien intégré, parce qu'en fait, le mec, il avait mis un truc d'alarme dégueulasse, donc j'ai remis le bouton au même endroit, mais... T'as essayé d'économiser le trou, quoi, ouais, de rentabiliser. Faut que je rachète... Le problème, c'est que tu sais, sur Golf 5, c'est tout ça, là, qu'il faut racheter. Là, t'as le petit bouton. Comment tu fais pour manger, dormir sans rupteur? T'arrives à vivre? Bah je fais comme ça. Il n'y a pas de rupteur. Le rupteur ça a changé la vie mon gars. Je t'avais dit que je te faisais découvrir les choses comme je les avais découvertes moi-même, ok? Donc là, première découverte. Là on était en 2021, je suis parti chez Thomas avec la Golf 4 3 litres pour faire un décata de ouf, et il me présentait cette Golf 5 R32. Voilà, c'était sa voiture de tous les jours à l'époque. Et j'avais tout le matos, PC machin, parce que je revenais des Deux Alpes où j'avais été faire une rafle de carto de ouf, laisse tomber à un petit clan super sympathique et tout, que je salue s'il regarde encore mes vidéos aujourd'hui. Et donc je branche le PC à la Golf 5 R32, j'avais pas encore fait de carto ni rien du tout. Hein. Et je me dis, je vais lui faire un truc de ouf, tu vois. Je vais lui faire pop and bang, machin, rupteur, ceci, cela, et launch control, ayant quand même des connaissances, pas solides, mais voilà, au moins on maîtrise les routines processeurs, ce qui est déjà pas donné à tout le monde, ok? Et je me rends compte que je ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce putain de calculateur ne prend pas en charge le signal de vitesse de manière directe. Donc, launch control sur le Golf 5 R32, alors si quelqu'un a réussi, je pense pas, hein, mais moi je n'ai pas su comment faire. Parce qu'en fait... le calculateur à lui seul ne sait pas si tu es à 0 km/h ou pas. Parce qu'en fait, le launch control, faut être à 0 km/h. Si les roues commencent à tourner et que la vitesse commence à évoluer, tu peux plus faire de launch. Logique. Faut que tu sois à l'arrêt complet. Et en fait, vu qu'il n'y a pas la prise en charge du signal de vitesse sur la pin 54, dans le cul. Donc déjà, premier point, c'est le même calculateur que celui des Golf 4 R32, mais ils ont supprimé une entrée déjà. Donc premier downgrade, calculateur, plus de signal de vitesse. Alors, la raison, je sais pas si je te l'explique maintenant, ça fait un petit peu hors sujet, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui trichaient sur les compteurs à l'époque, et il suffisait de débrancher, tu as vu le tachymètre sur la boîte de vitesse, là, pour que le véhicule ne cumule plus de kilomètres. Donc Volkswagen avait déjà prévu une petite punition fort sympathique, c'est qu'à partir des Golf 4, par exemple, si tu débranches le tachymètre, alors les kilomètres n'évoluent plus, sauf que tu es bridé à 4000 tours, mais sauf que tu peux continuer, si tu persistes sur l'accélérateur, à monter jusqu'à 5000, mais entre 4000 et 5000, tu tournes riche à l'infini. Du coup, tu flingues tes bougies, tes bobines, tu massacres tout. C'est une manière de punir les gens qui veulent tricher, tu vois. Et là, ils se sont dit, puisqu'il y en a qui réussissaient à rouler quand même en dessous de 4000 tours, donc en trichant toujours sur le kilométrage, ben là, ils ont passé sur une version un peu plus costaud. Le signal de vitesse n'est plus pris en charge, ça passe par le boîtier ABS. Donc si tu veux tricher... bah bon courage en fait, parce que c'est beaucoup plus complexe maintenant. Tu comprends?
Et maintenant que le signal de vitesse passe par l'ABS et a une stratégie de fonctionnement de dingue, il faut regarder pour ça le document qui s'appelle Function Ramen, ok? Tu verras que si tu veux tricher, les déphaseurs ne fonctionnent plus. Tu as 1 milliard d'emmerdes si tu veux tricher sur le kilométrage. Ça, c'est un truc... C'est quand même assez costaud, hein, ce qu'ils ont pondu, hein. Eh gamin, il est bien là gamin? Avec les petits ventilos? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont fous, ces pilotes. Il va me souffler tous les gaz dans le gosier. Mais il n'y a pas de pop. Pas encore. Ah. Coupe là, gamin. Alors, sur les VR6, 24 soupapes, hors AQP AUE, donc les 2 litres 8, les 3 litres 2, etc. tous. Tu ne peux pas, au point mort, mettre pied au plancher pour faire rupter le truc pendant 1000 ans, ça fonctionne pas. Au bout de 3 secondes, t'as une sécurité qui coupe tout, et comme t'as pu l'entendre, là, ça fonctionne plus. Là, tu l'entends pas, mais il essayait de réaccélérer, ça faisait brrr, brrr. En fait, ça te coupe tout. Voilà. Il faudrait un jour qu'on fouille avec Christophe pour comprendre si ça coupe le carburant, si ça coupe l'allumage, on sait pas exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, tu peux pas faire rupteur pendant 2 semaines. Ce que tu dois faire, c'est t'appuies, tu lèves ton pied, tu rappuies, tu fais un petit mix, là, voilà. Mais sinon, écraser la pédale et attendre, ça ne fonctionne pas, il y a une sécurité qui se met en marche, tout simplement. Voilà, je te... Bon, le rupteur, on a vu, hein, d'accord? Oui, c'est bien. Allez. Bon, suite à cette visite, moi je rentre chez moi, Thomas vit sa petite vie anodine de propriétaire de Golf 5 R32 avec sa petite carte au Pop & Bank qu'il apprécie particulièrement. Et quelques temps plus tard, avec Christophe, on retourne chez Thomas, chez MBF Fabrication, pour faire une ligne complète sur sa RX8. Et Thomas me fait part que le pont arrière commence à faire un petit bruit bizarre, il constate des petites gouttes d'huile au sol, et il me dit, est-ce que lorsque tu viendras pour faire la ligne de la RX8, est-ce que tu pourras intervenir sur le pont arrière, changer les joints SPI et tout machin? Donc je dis, oh, ok, bien sûr. Donc je commande les joints SPI, les outils, ceci, cela et tout, hein, en me disant, tiens, ça va être une intervention très simple. On débarque là-bas en RX8 avec tout l'outillage nécessaire pour remplacer les joints SPI, hein, pour que ça ne fuit plus, etc. Avec les bonnes huiles et tout machin. Déjà, quand il la soulève... Alors, j'avais déjà vu le dessous d'une Golf 5 R32, mais j'avais pas prêté une attention telle que ce jour-là, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le pont arrière des Golf 5 R32, c'est un petit zizi à côté du pont des Golf 4 R32. Les Gen 4, c'est des bus. Alors évidemment, il n'y a que les professionnels de la préparation qui vont chercher des puissances et un couple stratosphérique qui pourront dire si Gen 4 c'est plus costaud que Gen 5 ou j'en sais rien. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce jour-là, ce n'est pas la question que je me suis posée. La question que je me suis posée ce jour-là, c'était plutôt comment démonter ces putains de cardans. En fait, l'assemblage du train arrière, c'est un cul, ce qu'on appelle dans le jargon un cul. Donc, étant donné que j'étais pas habillé en combinaison de cosmonaute, quand bien même un pont élévateur, ce qui facilite grandement les choses, je n'avais pas non plus tout mon outillage de dinosaure. J'ai proposé à Thomas, puisqu'il souhaitait de toute façon faire un rebuild moteur et un upgrade turbo par la suite. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on s'habitue très vite au VR6, hein, je te l'ai dit. Et quand tu en as les moyens, c'est quelqu'un de Thomas, puisqu'il est patron PDG de son entreprise, il se dit, écoute, vas-y, t'as fait le montage de compresseur sur l'Audi A3, 500 chevaux, machin truc. Fais un montage turbo, ça pourra faire plaisir à ta communauté et tout machin. Je lui ai dit, mon enfant, donne les clés. Donc, cette intervention de pont arrière, etc., on l'a inclus dans un montage turbo, etc., machin, ceci, cela, et il a fallu qu'on aille chercher cette voiture pour que je puisse l'opérer ici même. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai pu filmer la preuve que la Terre est plate. Alors, on est très peu sur Terre à avoir ce... T'es en train de rigoler, tu vas te calmer, voilà. J'ai la preuve en image, vous allez voir, que la Terre est bel et bien plate, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et oui, donc les images.
Hein, soi-disant la Terre elle est ronde. Quelle heure il est, poteau? Il est bien 13h. 13h15, regarde. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je peux zoomer ou pas? Regarde, 13h15 la Lune. Qu'est-ce qu'on voit la Lune à 13h15? Pourquoi elle est éclairée de ce côté-là, là? Explique-moi. Pourquoi elle n'est pas de l'autre côté de la Terre si elle était ronde? Voilà, la Terre elle est plate. La Terre elle est plate ou pas? Oui, la Terre est plate. Voilà. Donc voilà, la journée se passe, tout ça machin, on va bouffer, entre copains, on rigole et tout machin truc. C'est là que Thomas me fait découvrir la fulgurante Fiat Panda. Voilà, et le lendemain, tranquillement, on reprend la route, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, on rencontre un tout petit souci. Un petit souci que je vais laisser Thomas raconter, parce que je trouve que sa narration est belle. Comment t'étais énervé ce jour-là? Bah, j'étais anxieux, j'étais énervé. Il me dit, il tombe en panne, il m'appelle, Thomas, je suis en panne. Je dis, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis sur 5 cylindres. C'est quand la dernière fois que t'as changé les bougies? Et les bobines, t'as pas une bobine dans le coffre? Tout le temps, les Versys, il faut une bobine dans le coffre. Oui. Non, mais ça c'est vrai, ça par contre, ça c'est vrai ça. Moi j'étais là genre... Et t'es rentré sur 5 pattes. Ça roule bien sur 5 pattes? À ton avis. Oui. Oui. À ton avis. Ouais. À ton avis. Oui. À ton avis. Donc voilà, cette Golf 5 a dépassé les 200 000 km. Carto éthanol sans remplacement de pompe. Donc j'en profite pour le répéter. Je pense qu'on est à la 6718e fois. Donc 6779 fois. Quand tu fais une carto éthanol, tu viens de faire ta carto, tu t'apprêtes à rouler à éthanol. Voilà, c'est bien. Tu peux faire un plein vite fait. Ça va pas crever tout de suite. Mais tu remplaces la pompe à carburant. Parce que la pompe à carburant, tu en remets une neuve, hein, pas une pompe spéciale éthanol, je sais pas quoi. Tu remets une pompe à carburant, mais une neuve qui n'a pas subi d'altération chimique. Parce que le problème des pompes à carburant qui ont connu une altération du sans-plomb pendant de très longues années, c'est pourquoi elles sont conçues. Lorsque tu lui mets du solvant dans sa gueule, donc l'alcool, l'éthanol, le nanani, nanana, nanani, nanana, et ben il se passe le chaos. Voilà, tout se grippe, tout s'encule. T'as compris ou pas? Donc, t'es pas obligé de mettre une pompe spéciale éthanol, il te faut tout simplement une pompe à carburant neuve. Voilà, et je le répéterai certainement encore d'autres fois futures. Et comme ça n'a pas été le cas sur cette pauvre voiture, que la pompe n'a pas été remplacée, bah en fait, on a tourné avec un mélange archi pourri dégueulasse sur le trajet retour. Voilà. Donc, arrivé à la baraque, je démonte ce qui reste de la bougie. Bougie fondue, je passe la caméra, piston légèrement fondu sur le bord. Mais suffisamment pour que la pression dégage un petit peu, tu vois. Hélas. Donc, il y avait déjà une intervention qui était plus ou moins prévue sur ce bloc-là, parce que montage turbo, parce que ceci, cela, mais en tout cas, voilà, la voiture est là, elle est entre guillemets immobilisée. Moi, je déteste les véhicules qui sont immobilisés, j'essaie toujours de les maintenir en vie, parce qu'une voiture que tu laisses stagnante, outre les pneus qui se fissurent, qui se craquellent, en fait, une voiture... à l'arrêt, elle s'auto-encule 10 fois plus que si toi tu l'encules toi. T'as compris? Donc si tu l'utilises sans l'enculer, on est dans l'encule là. Hein. T'as compris? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est un calcul scientifique. 2 plus 2 moins Q égale QQ.cul. S'il vaut mieux rouler avec tranquille que de la laisser sur place, ça sera enculé. T'as compris ou pas? Voilà. Donc elle est restée là un petit moment, il a fallu commencer à compiler les pièces, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, et on en est arrivé à cette décision finale extrêmement stratégique. Faire un montage turbo, c'est bien, hein. Mais comme il y avait déjà la grosse descente, le gros collecteur Super Spring, Decata et sa super ligne, c'était quand même dommage de mettre un turbo collé au bloc, tu vois, tout le monde le fait. Donc avec Thomas, on s'est dit, on va la passer en traction, comme ça on dégage le renvoi d'angle de trou de balle, dont je te parle dans 2 minutes. Arbre de transmission, ça dégage. Le pont arrière, les cardans, ça dégage. Et on va mettre le turbo derrière, là où se trouve le pont. Oui. Alors, ceux qui ont fait des tonneaux psychologiques, j'attends que le cerveau redémarre. Faut un petit temps de... Voilà. Ça redémarre tout doucement, c'est bon, voilà. Avant de t'expliquer la suite des événements sur la Golf 5, je viens de te parler du renvoi d'angle, de la catastrophie putanière du renvoi d'angle, donc je t'en parle tout de suite. Putain de merde, oui. Alors,
Donc ici, c'est le renvoi d'angle Gen 5 qui est étanche pleinement. Il y a à peu près 2 ans, j'achète un 3 litres 2 à un mec. Le mec a une Audi A3. Et en fait, il a racheté une autre Audi A3, pas trop cher pour pièce, parce qu'il avait pété cette pièce-là. Ok? Il me dit, ouais, tout il s'est démonté, tout s'est dévissé, je sais pas ce qu'il y a eu, bref, il la fout à luche. Et peu de temps après, ça arrive à quelqu'un d'autre. Qui me dit, j'ai plus de direction assistée, parce qu'en fait, ça, le flecteur, en fait, comme ça s'était desserré, il tournait comme ça dans le vide, hein, machin, et ça a tout meulé, le faisceau sur le berceau, bref, ça a été le chaos. Il a tout niqué. Et ensuite, j'ai commencé à recevoir d'autres messages. Salut, j'ai un problème, il y a un bruit de claquement, je sais pas quoi, il y a un écart entre... En fait, ça, ce putain de machin, cet écrou-là, il se dessert. Alors, bien évidemment, c'est peut-être pas encore le cas ici. Mais est-ce qu'il serait pas judicieux d'aller chercher le couple de serrage, de le desserrer, de l'enlever donc, de frotter un peu le filetage, de claquer du Loctite et de le resserrer au couple? C'est une solution. Parce que c'est une maladie, d'après ce qu'on constate, c'est quelque chose qui finit par arriver à tout le monde. Hein. Si j'avais pas connaissance de la chose, bon c'est tout, je leur montre comme ça. Mais là je sais que ça va arriver, c'est certain. Essaye de le tenir quand même un petit peu avec une main peut-être. À mon avis ça doit être serré comme... Oh t'es sérieux ou quoi? Waouh. Yeah. Tu sais ce que je me dis là? Est-ce que tu sais ce que je me dis à l'instant? Il tourne là? Oui, il tourne. Bah, regarde. Vise. Donc ça veut dire que tu as C'est bien pas le fait serrage normal ça. Si ça c'est le serrage normal, il y a une couille. Hein. Comme si qu'avec tes petites mains t'allais y arriver. C'est sérieux ou quoi? Putain. Tu sais quoi? Je pense que ça c'est une maladie en fait. Ça fait partie des maladies du modèle ou j'en sais rien. Et en fait, alors je te fais un résumé très très bref là, 2 secondes. Hein. Moi je te conseille, sur le plan scientifique, d'aller voir la vidéo qu'on a fait avec Johan sur la chaîne Carstyle, parce qu'il explique dans les détails, c'est un ingénieur. Tu vois? En plus on a les appareils de mesure de dureté de matériaux et tout, un cul. Donc on a vu un renvoi d'angle GOF 4, renvoi d'angle GOF 5, et on a compris ce qui s'est passé. En fait, le renvoi d'angle GOF 4, il est indestructible. Voilà, il est là, il tient le choc, on s'en fout. Par contre, les renvois d'angle Golf 5, Audi A3, machin, qui sont tous les mêmes, hein, c'est une catastrophe. Déjà, l'écrou, il se dessert tout seul derrière, du couple conique, là. Donc ça se dessert, après, c'est la catastrophe absolue de ton cul-tout. Et si ça se dessert pas, de toute façon, il s'auto-bousille, il se foudroie tout seul, ce machin. Parce qu'il fonctionne avec un volume d'huile qui est enfermé en lui-même, donc c'est un volume d'huile qui ne circule pas, il reste prisonnier dedans, et étant donné qu'il est mis à l'écart de toute forme de mise en chauffe, je ne sais pas comment te le dire autrement, mais je sais que tu as compris, ce truc-là ne chauffe pas, ou chauffe peu. Du coup, l'huile que tu mets dedans, elle ne chauffe pas non plus. Donc tous ces éléments qui sont censés être lubrifiés fonctionnent avec une huile froide. Donc avec des contraintes particulières. Johan te l'expliquera 1000 fois mieux que moi, c'est pour ça que je te dis le mieux c'est que tu ailles voir la vidéo, je l'ai mis dans la description. Donc il faut absolument que tu vois cette vidéo, pour comprendre déjà. Et le fin mot de l'histoire, c'est que sur les boîtes de vitesse 02M, donc type Gen 4, il y a une communication d'huile entre la boîte de vitesse et le renvoi d'angle, donc les calories se communiquent. L'huile de la boîte de vitesse, bah forcément elle chauffe, hein. Tu as 2 arbres secondaires et tout ça, ça fait chauffer l'huile, ok? Donc tu as une huile à température qui vient gracifier le renvoi d'angle, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tu comprends? Qu'à partir de Gen 5, l'huile de la boîte reste dans la boîte, et la putain d'huile du renvoi d'angle, qui ne chauffe jamais, bah elle reste dedans. Et voilà. C'est une ébauche d'explication. Après, il y a aussi l'histoire de longueur qui a été rattrapée avec une rondelle, c'est une catastrophe. Donc encore un truc à ajouter à la liste, ce renvoi d'angle catastrophique. Bon bah, mauvaise nouvelle number je ne sais combien. En fait, je viens de mettre mes petits gants derrière de protection pour pas flinguer les tuyaux de clim et commencer un desserrage. Et en fait, déjà ça me semblait bizarre que cette position était possible. En fait, look at that. Voilà. Comme, comment dirais-je, fidèles à leur réputation, ces grosses putes de 13, bah, elles sont pétées. En tout cas, celle de droite, c'est sûr. Celle de gauche, j'y suis pas encore parce que si je fais bouger, bah, tout se casse la gueule, mais voilà.
Du coup, c'est putain de tresse, quoi. Et oui, sur les Golf 5 R32, il n'y a plus la descente VR6 standard de Golfcast, c'est-à-dire 2 tubons avec des petites tresses très baraques, très costauds, avec une liaison en bas et ensuite un catalyseur ou un décata ou peu importe. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme putain de berceau en aluminium qui accueille une grosse crémaillère très lourde électrique. Vous savez pourquoi ? Parce que les trous du cul de gens qui n'ont plus rien dans les bras ne savent pas tourner un putain de volant. L'assistance hydraulique ne suffisait plus. Maintenant, il faut passer à de l'assistance électrique. Pourquoi ne pas être resté sur des toutes fines crémaillères, la toute petite hydraulique ? Ce qui permettait d'avoir un petit berceau, ce qui permettait d'avoir la véritable descente qui se démontait facilement. Là, ils ont mis une descente toute pourrie, avec des putains de tresses de 10 km. Et ces tresses sont tellement longues qu'elles font un effet de battement, un peu comme un grand pont en bois. Là, t'as déjà été à Disneyland, t'as vu quand je traverse le pont, c'est trop marrant. Bah, les tresses, elles font pareil. Et c'est beaucoup moins marrant quand tu dois les remplacer, parce que ça coûte une putain de fortune. Alors évidemment, il existe des solutions... Il existe des solutions de clodo, hein, qui consistent à remplacer les tresses, mais même si tu connais un très bon soudeur, quelqu'un qui va bien maîtriser le truc, le fait qu'il faille créer un gabarit pour que ta tresse soit exactement dans le même sens, dans le même machin et tout, dans le meilleur des cas, tu obtiens un résultat de ce genre, c'est-à-dire un truc approximativement dégueulasse mais propre quand même. Sinon, c'est pas droit. Après, la ligne elle commence à toucher à droite à gauche. T'as des contraintes, les contraintes font que ça tire et que les soudures elles pètent ou machin ou truc, et en fait, t'es emmerdé. Et là, depuis tout à l'heure, je te parle que des problèmes de R32 G4 versus R32 G5. Hein. Après, on va parler des problèmes du modèle carrément. Hein. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle bien de Golf 5 R32. Hein, d'accord ? Donc, c'est putain de tresses de merde. Voilà, encore un problème de plus. Dans tous les moteurs thermiques à piston de la planète, il y a une pièce qui n'a qu'une seule fonction. Transformer un mouvement de translation, des pistons donc, en un mouvement de rotation. Cette pièce s'appelle un vilebrequin. Sur la plupart des moteurs thermiques à piston, les vilebrequins sont constitués, alors ils sont tous en fonte, hein, bien évidemment, ça sort de fonderie. Hein. À moins qu'il en existe des usinés, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Les vilebrequins sont constitués de fonte, disais-je, avec du graphite sphéroïdal. Le mot sphéroïdal doit vous dire quelque chose. Sphéroïdal, sphère, sphérique. Quelque chose qui est sphéroïdal, c'est quelque chose qui est rond. Et quand des molécules sont de forme ronde, elles peuvent glisser les unes sur les autres. C'est pas lamellaire, tu vois. Le vilebrequin qui se trouve dans le moteur des Golf 4 R32, qui a la référence suivante qui finit donc par 021F, est constitué de fonte à graphite sphéroïdal, ok ? Le vilebrequin qui se trouve dans le moteur de la Golf 5 R32 contient du graphite lamellaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas malléable, il est cassant. Il est arrivé à nombre de personnes, nombre de malheureux propriétaires utilisateurs, de voir le vilebrequin de leur moteur se casser en fait. Entraînant bien évidemment en fonction du régime, mais bon, même au régime de ralenti, un vilebrequin qui casse, bon t'as bien compris, hein, mais bien évidemment ça n'arrive jamais au ralenti. Ça arrive lorsqu'il y a un impact, un choc, mais quel choc? Lors du changement de vitesse, vous savez que le moteur quand il tourne,
on va dire, sans contrainte, sans rétention, la seule chose qui puisse lui arriver, c'est un arrachement des vis de bielle, puisqu'il tourne de manière très libre. Le vilebrequin lui-même ne peut pas se casser. Ok, puisque généralement, la contrainte qui arrive de la part des bielles, la force exercée, la force de détonation, est la même de la part de tous les pistons. Tous les pistons produisent la même force sur les bielles, et les bielles produisent la même force sur les manetons. Donc il y a un équilibre qui se fait. Lorsque le moteur est accouplé à une boîte de vitesse, par l'intermédiaire d'un volant moteur, d'un mécanisme d'embrayage, d'un disque d'embrayage, d'un arbre primaire, et tout, tu as compris toute la cinématique jusqu'au pneumatique et la route, eh bien, il se produit, lorsque tu changes de rapport et que tu remets plein gaz, donc quand tu lâches l'embrayage, le moteur, il voudrait repartir dans les tours comme il l'était sur le rapport précédent, mais il ne peut pas, puisque le rapport de boîte engagé, le pignon est plus petit, ok, donc forcément, il va rencontrer un mur, tu vois, il va y avoir un choc, boum, tu vois. Et bien, ce putain d'enculé de choc, soit il est absorbé par un volant moteur dit bimasse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir sur Wikipédia, je ne vais pas vous expliquer là, sinon on part dans leur sujet absolu. Hein. Soit il n'est pas absorbé et c'est le vilebrequin qui le prend de plein choc et il se casse. Golf 5 R32, tu enlèves l'embrayage volant moteur bimasse d'origine, très lourd, 14 kg et quelques. Tu mets un volant moteur allégé, donc rigide, hein, qui n'absorbe plus rien. Un embrayage, tu remets ta boîte. Tu vas rouler avec, tu enchaînes tes vitesses comme un nazi, le vilebrequin se casse. Audi ont utilisé aussi le 3 litres 2, le VR6 3 litres 2, dans les Audi A3. Alors il y a plusieurs codes, hein, BMJ, BDB, enfin bref, tu as compris. Mais sur le BDB par exemple, le vilebrequin qui est utilisé, c'est un 021F. Et non pas un vilebrequin cassant à fonte lamellaire de merde, là, 022A. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'ai pas la réponse. Je pense que je ne sais pas où fouiller pour avoir la réponse et ça m'agace tellement, ça agace tout le monde en fait. On comprend pas ce choix. On comprend pas pourquoi. En plus, c'est un véhicule dit à caractère sportif, tu vois. Alors que l'Audi A3, c'est il y a un épisode sur l'Audi A3 aussi. Hein. L'Audi A3, c'est pas un véhicule à caractère sportif. C'est pas un véhicule qu'on va malmener. La Golf 5 R32, celui qui l'achète, il peut se retrouver, je sais pas, à un moment donné, un petit peu en mode guéguerre, je tape dedans, j'enchaîne les rapports et tout machin. Et s'il s'avère qu'il utilise son véhicule, le propriétaire, donc le conducteur ou la conductrice, avec un volant moteur bimasse vraiment en fin de vie, c'est-à-dire qui produit des secousses, tu casses ton vilebrequin. Pourquoi ce choix-là de merde ? Je ne pense pas que quelqu'un ait la réponse, toujours est-il que moi, je ne l'ai pas. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais voilà, encore une problématique extrêmement lourde qui vient, on ne comprend pas. R32, sport, c'est quoi ? C'est quoi ce choix de merde ? C'est quoi ce choix de merde ? On a parlé de problématiques depuis tout à l'heure. R32 versus R32, ce que j'estime être une escroquerie, la Golf 5 R32, parce que je suis désolé. En fait, si tu regardes bien, le châssis, c'est un châssis de Golf 5 tout à fait standard, avec 4 roues motrices, donc le même système 4Motion, comme ils aiment l'appeler, qu'on peut trouver sur un TDI par exemple. Donc en fait, la Golf 5 R32 n'a pas rien d'exceptionnel en fait. En termes de châssis, elle n'a rien d'exceptionnel, à part des amortisseurs Sachs, 2-3 merdouilles. Même le freinage, hein, c'est un freinage qu'on retrouve sur les Seat Leon Cupra. C'est pas un freinage exclusif R32. Alors que sur la Golf 4 R32, c'était le freinage double piston qu'on retrouvait sur l'Audi TT 3 litres 2. Donc c'est quand même des pièces un peu exclusives. T'avais les triangles en fonte, toujours d'Audi TT. En fait, t'as plein de pièces. Voilà, train roulant d'Audi TT pour faire simple, tu vois. Donc, pas des pièces de Golf en fait. Mais en fait, Golf 5, c'est saucisson. Tout est axé sur le confort et pas sur la sportivité. On se fout de notre gueule depuis le début. Pour plein de raisons. Hein. Pour les raisons que je vous ai évoquées. Alors, depuis tout à l'heure, disais-je, je fais le comparatif R32 versus R32. Hein, donc, il y a plein de choses qu'on a vues. C'est du foutage de gueule absolu. Maintenant, on va parler un petit peu des problématiques du modèle en lui-même. Vous remarquerez, les propriétaires de Golf 5 R32, que si vous souhaitez intervenir sur la batterie pour la remplacer ou que sais-je, il va falloir se diriger dans le coffre. Ok, dans un bac qui se trouve à droite, là, maintenu par 1 milliard de putains de vis en 12 pans, bien sûr. Alors, ça fait horriblement augmenter le coût d'achat du véhicule, hein, parce qu'il faut voir la section du câble plus qui passe sous la bagnole. Hein. Le gros câble électrique qui fait la liaison borne plus
B-moteur, borne plus, batterie entre guillemets, parce que c'est pas exactement sur la batterie, c'est sur un boîtier machin truc, c'est une section énorme. Donc vous remarquerez en hiver que vous aurez beaucoup de mal à démarrer, même si la batterie elle est en pleine forme. Tu vois, le démarreur il a du mal, parce qu'il y a énormément d'ampères qui passent dans un câble qui généralement est glacé parce qu'il est sous la bagnole, et du coup tout ce cuivre, il faut que le courant passe à travers quand même. Donc ça fait augmenter le prix du véhicule, et vous savez pourquoi la batterie est dans le coffre? Parce qu'il y a la boîte à air côté droit. Et une boîte à air qui fait la taille d'un bus, alors que sur Golf 4 elle a été beaucoup plus stylé machin truc, mais surtout parce que le masque avant, il a une forme qui n'autorise pas l'installation et de la boîte à air et d'une batterie. Et avant que tu me dises, mais ça, on s'en fout, c'est du design, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Chez BMW, chez Alfa Romeo, il y a plein de fabricants qui mettent des batteries dans le coffre. C'est exact. Mais ça m'emmerde! Parce que si je veux mettre un compresseur, moi, sur le Golf 4, en quelques heures, c'est réglé. Je le mets du côté passager, tu dégages le bocal de lave-glace, tu modifies le supermoteur, ils te le fournissent, là, machin truc, et t'installes ton compresseur. Là, tu ne peux plus. Golf 5 R32, tu ne peux plus rien faire côté passager, là. C'est mort, tu fais plus rien. D'ailleurs, même le bocal de lave-glace, c'est même plus un bocal, c'est un petit tubon, un genre de cou de girafe, là, qui monte jusqu'en haut, mais le bocal lui-même, il est planqué derrière le pare-choc et tout. Elle est stylée la Golf 5 sur le plan design, c'est joli. Ce dont je me plains, c'est de la merde. Mais ils auraient pu mieux structurer la boîte à air, le système, pour pouvoir laisser la batterie devant. Toujours dans la problématique Golf 5, donc on redescend en qualité. Sur les Golf 4, les optiques avant, donc les phares, ont le couvercle extérieur qui s'expose aux intempéries, au vent, etc. en verre, alors que sur Golf 5, c'est du plastique. Le plastique finit par se ternir. Alors quand t'es un petit magouillard, que t'aimes bien te débrouiller, petit bricoleur, tu ponces, tu sais, tu ponces bien, machin truc, tu peux polir, tu peux vernir, il y a des solutions. Mais dans tous les cas, tôt ou tard, le phare, faudra le remplacer. Et tôt ou tard, le phare n'existera plus. Et tôt ou tard, tu l'auras dans le cul. Ouais, mais les phares en verre, c'est pareil. S'ils se cassent, tu l'as dans le cul aussi. Et alors? Le verre ne se ternit pas. Oui, un jour, il n'y en aura plus. Mais d'ici là qu'il n'y en ait plus, j'aurai un phare stylé. Un phare cristallisé, on voit à travers. Et pas un putain de truc de louchard, là, tout cataractisé, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Quelle atrocité, tout jauni, crasseux de merde, là. Ça n'a pas d'allure, ça ressemble à rien, cette histoire. Merde. Toujours dans mon élan de mauvaise foi, parce que ça m'énerve. Est-ce que vous avez remarqué que le son audio, des Golf 5... Tu peux prendre R32, R38, RZB, ça pue la merde. Pue la merde. Et c'est pas une problématique de qualité d'enceinte ou de je ne sais pas quoi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... alors là, il faut s'intéresser un petit peu au côté son. Moi, à l'époque, il y a quelques années, j'ai côtoyé un ingénieur du son, Clément, qui m'avait appris beaucoup de choses à propos des enceintes et de comment ça fonctionnait. En fait, le support sur lequel l'enceinte est fixée joue un rôle à hauteur de 70% de la qualité sonore finale, parce que ça permet une accélération de la membrane en fonction de la vibration du panneau, machin truc. Et en fait, les Golf 5, tu ne peux que avoir un son puant de la gueule. Là aussi, ils auraient pu faire un effort. En fait, si la Golf 4 avait un son pourri aussi, on s'en fout, la Golf 5 elle a un son pourri, c'est un fait, voilà. Dans un véhicule, on n'arrive pas à faire en sorte que le son soit bon. C'est un fait. Mais là, c'est pas le cas. Les Golf 4, c'est des putains de discothèques. Mais reconnaissez-le. Il y a bien des propriétaires de Golf 4 dans le public. Mettez des commentaires, dites la vérité. Les Golf 4 d'origine, avant que t'aies cramé les enceintes, avant que t'aies fait le fou, le son, c'est une dinguerie. Tu mets un bon autoradio, un truc bien qui assure le coup, mais putain, le son qu'il y a là-dedans, c'est un truc de malade. Et les Golf 5, le son est dégueulasse. Voilà. Une dernière problématique dans un élan de mauvaise foi dégueulis absolu. À partir des plateformes Gen 5, donc la Golf 5 partage son châssis avec l'Eos, avec la Sirocco, s'il me semble. La Golf 6 qui n'est pas une Golf 6, qui est une Golf 5,2. Donc c'est le modèle... comment expliquer? Vous savez que tous les véhicules, ils ont un restylage. La Golf 4, il y a eu la version 97, et ensuite il y a eu la version, on va dire, 2002, machin truc, un peu plus arrondi, toutes les baguettes peintes, etc., quelques changements. Mais en fait, la Golf 5, il n'y a pas de phase 2, si tu regardes bien. Il y a eu la Golf 5, et puis pouf, la Golf 6. Vous savez pourquoi?
Parce que la Golf 6 n'est pas une Golf 6. C'est un restylage de la 5. Mais le restylage, il est tellement profond et il déchire sa mère qu'ils se sont dit, bah écoute, c'est une 6 maintenant. C'est une 6, gros, regarde, ça n'a plus rien à voir avec avant. Il y a énormément d'éléments qui sont interchangeables, etc. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de cette plateforme-là, il n'est plus question de faire un châssis 4Motion ou un châssis traction. On fait un seul châssis qui peut accueillir un arbre de transmission, un pont arrière, etc., etc. Et là, tu vas me dire, mais il est où le dégueulis? C'est hyper stratégique. Oui, c'est très stratégique. Châssis de Golf 5, 1,4 litre ou R32, ce sont les mêmes. Et pareil, on va aller encore plus loin. Tu prends une Golf 6 R, Golf 6 R, bah c'est le même châssis que ta Golf 5 1,4 litre. Et avant que tu me dises où est le problème, réfléchis 2 secondes. À l'arrière, là, tu ne peux pas mettre un train tubé, là. Comment ça s'appelle? Comment ils s'appellent les trains mono-cul? Tu sais, les trains de Golf 3, de Golf 2. Ça porte un nom, ça. J'ai pas le nom. Bah en fait, ces trains n'existent plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu du multibras saucissonneux. Et bah même quand tu n'as pas le 4 motrices, tu as ces bras saucissonneux, machin truc. Et en fait, quand tu n'as pas le cardan pour stabiliser le tout, tes pneumatiques arrière s'usent en escalier. Regarde, t'as une Golf 5 là. N'importe qui, une Golf 5, une Audi A3, ce que tu veux. Et ce n'est pas une 4 roues motrices, c'est une 2 roues motrices. Et tes pneumatiques ont au moins 30 000 bornes ou quelques années. Va poser ta main dessus, tu fais glisser ta main sur le pneu partie intérieure. Ben, tu verras que ça fait comme des escaliers. Clouc, 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 clouc. C'est pas lisse. L'usure, elle est en escalier. Alors, ça ne pose aucun problème en roulant. C'est un fait, c'est comme ça. Parce qu'en fait, le pneu, il rebondit très légèrement. Le problème, c'est que ça produit un bruit de roulement auquel tu finis par t'habituer, t'accoutumer. C'est comme ça. Hein. Dès que tu roules avec, bah, ce bruit fait partie de la voiture. Mais c'est un bruit dont on pourrait se passer. Parce que c'est une erreur stratégique d'assemblage, etc. Machin. Tu comprends? Camarades, je suis certain qu'il existe encore plein d'autres choses, mais ce sont les choses qui me sont venues en tête là immédiatement et dont il fallait que je te parle. La Golf 5 n'est pas la bonne affaire du siècle. Il va y avoir un épisode sur la Golf 4 R32 qui, selon mon point de vue personnel, et le point de vue de beaucoup de gens en fait, hein, c'est pas parce qu'on est propriétaire, c'est pas parce que machin, c'est pas pour la spéculation, c'est parce que c'est la vérité. La Golf 4 R32, c'est la meilleure des Golf. C'est la meilleure, c'est la plus aboutie, c'est la plus stylée, c'est la plus fashion, c'est la plus victime, c'est la plus tabassement. Ok. La Golf 5 R32, si tu veux un R32 parce que tu veux un R32, même si c'est plus cher, je te conseille de t'orienter vers la Golf 4. La Golf 5 R32, c'est pas qu'elle va te décevoir, hein, c'est que bah c'est pas une R32 en fait, tout simplement. Allez, je finis ce vidéogramme sur une petite note positive, voilà. Vous savez que la Golf 5 R32 n'a que de positif sa sonorité. Ben on va finir sur la sonorité, ça marche. Je vous laisse mes acolytiers, à la semaine prochaine. Ciao! Vas-y, coupe et monte à bord.